Jusqu'à présent, je vous ai raconté des histoires de marins découvreurs et de voyages à travers le monde qui se terminaient logiquement. On pouvait prévoir la fin quand on entendait le début. C'était la réussite, la victoire, la fortune, la science. Là, c'est une toute autre affaire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un mystère, et d'un mystère qui a subsisté jusqu'à nos jours. Car c'est l'histoire d'une disparition. L'expédition de la Pérouse a été entreprise au moment où l'homme de la rue commençait à s'intéresser à ce qui se passait dans le monde. Il n'était plus seulement obnubilé par la découverte de ses moyens de vivre, il commençait à ouvrir les yeux. C'est l'époque de l'encyclopédie, c'est l'époque où le bourgeois, ou même l'ouvrier, commence à ouvrir des regards étonnés sur ce qui l'entoure et à s'intéresser à la science. Nous sommes, quand l'aventure de la Pérouse commence, à la veille de la Révolution. Et cette aventure va se terminer par un point d'interrogation. La Pérouse n'était pas destiné au début à être marin. Il est né à Albi et la mer n'est tout de même pas si proche, surtout à cette époque où aller d'Albi à la mer constituait à lui seul une expédition. Mais il était cathare, c'est-à-dire que sa famille n'était plus, bien sûr, hérétique depuis quelques générations. Il n'en reste pas moins que cette région de l'Albigeois, cette région de Carcassonne, de Béziers, est restée très sensible à cette civilisation beaucoup plus accomplie que la civilisation qu'il a détruite, la civilisation venant du Nord. Et pendant des générations, la Pérouse avait été sous surveillance ecclésiastique parce qu'on avait peur d'une resurgence de l'hérésie cathare. La Pérouse, comme beaucoup de jeunes gens de cette région, soupçonnés un peu de ne pas être orthodoxes, avait choisi la marine. Il avait choisi la marine en étant d'abord un terrien dans la marine. Il était garde de marine et puis noble. Il est rapidement devenu enseigne de vaisseau. Alors, dans la marine, à l'époque, la carrière se faisait essentiellement aux colonies. Au début, pour lui, ça a été le Canada. Et là, il s'y est révélé au cours de la guerre avec les Anglais. Bien sûr, la marine, c'est l'histoire de la guerre avec les Anglais. Et il avait montré des qualités non seulement de soldat, mais aussi de diplomate, lorsqu'il a combattu dans la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, cette grande baie qui se trouve au nord du Canada, cette baie qui était dominée par deux forts anglais, le fort du Duke of York et le fort du Prince of Wales. Et entrer avec 3 vaisseaux dans la baie d'Hudson pour réduire ces 2 forts, la Pérouse a réfléchi que les commandants de ces forts étaient beaucoup plus des trafiquants que des militaires. Militaires d'origine, certes, mais gouverneurs de ces forts, ils avaient absolument toute la main mise sur le trafic des fourrures. Et le trafic des fourrures, ça rapportait beaucoup. Alors il a réfléchi que ces hommes n'étaient peut-être pas des foudres de guerre, et au lieu de combattre tout de suite, il a débarqué des parlementaires, et lui-même, parmi ces parlementaires. Et ma foi, ça a marché. Les 2 forts, l'un après l'autre, se sont rendus. Le premier a même négligé d'envoyer une estafette pour avertir le second de l'attaque qu'il subissait, si bien qu'il a pu, en somme, découper les Anglais en 2 sections et réduire d'abord le fort du Prince of Wales et le second, le fort du Duke of York. Bien connu par cette campagne contre les Anglais, c'est très populaire à l'époque d'avoir été au contact des Anglais. On l'envoie aux Indes. Alors là, évidemment, c'est un petit peu l'officier colonial. C'est tellement plus facile de vaincre une flotte marate, ce qu'il a fait, que de vaincre les Anglais, même quand ils sont un peu métissés d'Indiens, comme l'étaient les commandants des forts de la baie d'Hudson. Et sa carrière va se dérouler
aux Indes qui sont encore françaises, aux Indes que les Français vont perdre. Et sa base de repos, ce sont les deux grandes îles de rêve, l'île Bourbon, qui est maintenant l'île de la Réunion, qui est encore un territoire français, et l'île de France, qui est l'île Maurice, qui maintenant est un territoire indépendant après avoir été pris pendant plusieurs centaines d'années par les Anglais. Et à l'île Maurice, il rencontre la jeune fille de ses rêves. Il est jeune, il a 21 ans, elle a 15 ans. C'est une ravissante Mauricienne. Je ne sais si vous avez déjà vu les Mauriciennes, mais elles sont encore maintenant d'une beauté étonnante. C'est une créole. Une créole, à l'époque, c'est une blanche de pur sang blanc, même un peu raciste, qui est née aux colonies de parents nés en France ou aux colonies. C'est une créole, mais elle est d'une famille extrêmement simple. Son père n'est pas débardeur, mais il est chef de débardeur à l'Île-de-France. Alors évidemment, la Pérouse, de famille noble, prévient sa famille avec précaution. Il écrit à sa sœur, il lui écrit qu'il aime un peu une charmante jeune fille et il laisse entrevoir que ça pourrait se terminer par un mariage. La famille La Pérouse répond extrêmement défavorablement. On lui ordonne de cesser immédiatement cette liaison. Il ne le fera pas. Et c'est le véritable roman d'amour à la mode de l'époque. On n'est pas loin de l'époque où Bernardin de Saint-Pierre a écrit Paul et Virginie. Et Paul et Virginie, ça se passe à l'Île-de-France, ça se passe à l'île Maurice. Donc, sur les lieux de Paul et Virginie, La Pérouse vit un amour de Paul et Virginie. Et puis, il faut revenir en France. Et La Pérouse laisse sa jeune fiancée, sa belle Éléonore, à l'Île-de-France, à l'île Maurice, et il rentre en France pour sa carrière. Il faut monter dans la hiérarchie. Et là, en France, il trouve un mariage arrangé. Sa famille lui a trouvé une femme d'un nom valable, d'une fortune valable, ça compte beaucoup, on n'est pas encore à l'époque de la biche, mais enfin, ça compte une fortune, et puis elle va pouvoir l'aider à la cour qui n'est plus la cour de Louis XIV, mais enfin tout de même, où on se pousse beaucoup et on gagne plus de grades qu'à la guerre. La Pérouse se laisse entraîner vers ce mariage de convenance. Il semble même s'y prêter, mais Éléonore débarque en France. Éléonore débarque en France, à Lorient, qui était le seul port de France autorisé aux navires qui venaient des Indes, et elle tombe à l'eau. Bêtement, elle attrape une maladie, la famille s'en débarrasse en la faisant entrer dans un couvent parisien. Et il semble que l'idylle va mal se terminer, mais non. La Pérouse est un homme fidèle, est un homme de cœur, il n'a pas oublié la petite créole. Et très peu de temps, une quinzaine de jours avant le mariage, vous vous rendez compte le scandale que ça a dû faire à l'époque, même maintenant, ça ferait un scandale énorme si un homme un peu en vue se mariait 15 jours après l'annonce de son mariage avec une jeune fille, avec une autre jeune fille. Il enlève Éléonore de son couvent, il l'épouse clandestinement, sans avertir ni son supérieur l'amiral, commandant la flotte, ni son supérieur encore plus élevé, le ministre de la Marine. Il s'en expliquera par lettre, et il devait avoir beaucoup de protection, car on ne le chasse pas de la marine. Ce qui pouvait parfaitement lui arriver, mais enfin, tout de même, dans le milieu de marins de guerre, de soldats, on l'accueillerait mal avec son épouse créole. Et il va cesser d'être un soldat, il va devenir autre chose. Quoi? Marin marchand? Non, un noble ne peut pas déroger en devenant marin marchand. Et il se trouve que le monde entier a entendu parler des merveilleuses découvertes anglaises du capitaine Cook. Et Louis XVI, dont nous aurons à reparler, pense à une mission française, une mission scientifique, de découverte, de recherche géographique. Et tout ceci va s'amplifier d'autres recherches dans d'autres domaines. Ça va être la grande expédition française vers le Pacifique. Et on choisit La Pérouse pour diriger cette expédition. C'est l'Académie des sciences, dont Louis XVI est le patron, qui va lui donner sa première mission. Et sa première mission va être de compléter les voyages de Cook, c'est-à-dire que chaque fois qu'il arrivera à un endroit où Cook est arrivé, lorsque Cook sera parti vers l'est, lui, il ira vers l'ouest. Lorsque Cook sera parti vers le nord, lui, il ira vers le sud. Il faut relier entre elles les découvertes de Cook, et on pense que le grand marin français, La Pérouse, pourra relier
ces découvertes entre elles. L'Académie des sciences va lui confier bien d'autres missions. Les médecins voudraient bien savoir quelles sont ces peuplades, et ça c'est entièrement nouveau, voudraient bien savoir quelles sont ces peuplades dont a parlé Cook. Et pour une fois, on s'intéresse à ces peuplades autrement que comme réservoir d'esclaves, comme source de curiosité, comme espèce de gage de la réussite. On ramenait un petit nègre, on ramenait un petit indien, puis après on le laissait un peu mourir de faim si on ne s'en occupait pas très longtemps, ou bien il mourait de tristesse ou de froid dans ces pays dont le climat était plus rude que le sien. Là, il s'agit de savoir quels sont ces hommes, comment ils se portent, quelles sont leurs maladies, quelle est leur civilisation? Vous voyez le progrès étonnant qu'on a fait par rapport à 100 ans auparavant. On pense qu'il peut y avoir une civilisation autre que chrétienne qui s'est développée dans ces pays. Et puis, on va essayer de savoir quelles sont les productions végétales, animales de ces pays. Et puis, Louis XVI, ce roi qui a tellement échoué dans sa mission terrestre, va se montrer un extraordinaire monarque marin. De sa propre main, il va écrire les instructions du voyage de la Pérouse, de la mission de la Pérouse. Et il faut tout de même lire quelques extraits des instructions de Louis XVI à la Pérouse, car elles sonnent bien différemment de ce qu'on a vu au XVIIe siècle et de ce qu'on verra au XIXe siècle, aux guerres coloniales, aux guerres de conquête. Louis XVI lui dit: si dans la visite et la reconnaissance qu'il fera des îles du grand océan équatorial et des côtes des continents, Monsieur de la Pérouse rencontrait à la mer quelques vaisseaux appartenant à une autre puissance, il agirait vis-à-vis du commandant de ce bâtiment avec toute la politesse et la prévenance établies et convenues entre les nations policées et amies. Nous sommes en paix maintenant avec l'Angleterre. Il prescrira à tous les gens des équipages de vivre en bonne intelligence avec les naturels, de chercher à se concilier leur amitié par les bons procédés et les égards, et il leur défendra, sous les peines les plus rigoureuses, de jamais employer la force pour enlever aux habitants ce que ceux-ci refuseraient de céder volontairement. Écoutez, ces conseils qui semblent des conseils de l'ONU ou de l'UNESCO. Le sieur de la Pérouse, dans toutes les occasions, en usera avec beaucoup de douceur et d'humanité envers les différents peuples qu'il visitera dans le cours de son voyage. Il s'occupera avec zèle et intérêt de tous les moyens qui peuvent améliorer leurs conditions en procurant à leur pays les légumes, les fruits et les arbres utiles d'Europe, en leur enseignant la manière de les semer et de les cultiver, en leur faisant connaître l'usage qu'il doit faire de ces présents dont l'objet est de multiplier sur leur sol les productions nécessaires à des peuples qui tirent presque toute leur nourriture de la terre. Mais c'est le programme des frères des hommes.